Donc du coup, je vais me permettre d'enchaîner parce que tu t'as bien amené une question quand même. Tu as précisé une république pour les personnes blanches. Et c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Si je te dis que la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique est directement responsable de la formation de l'État du Sierra Leone, est-ce que tu me crois? Euh, Bah, je dirais oui parce que t'es mon ami, mais Mais avec beaucoup de doutes. Allez vérifier vos sources par vous-même, hein, bien évidemment, parce que c'est toujours plus compliqué que ça. Justement, c'est un peu ce qu'on va voir. Aujourd'hui, on va parler du Sierra Leone, on va pas parler des États-Unis. ah, on a Non, je changé de sujet plaisante. finalement. Ah bah attendez. Non, aujourd'hui, en fait, moi, j'aimerais vous parler d'un aspect qui, je pense, est assez méconnu de la guerre d'indépendance. En tout cas, il m'était assez méconnu, moi. C'est en me renseignant un peu, en me demandant ce que j'allais faire, je me suis dit sur quoi je vais tomber. Et du coup, aujourd'hui, on va parler des loyalistes noirs. Alors, comme tu l'as si bien précisé tout à l'heure, dans le conflit de la guerre d'indépendance, il va y avoir à la fois les patriotes qui vont être pro, du coup, républicains, etc., à Washington, et il va y avoir les loyalistes qui vont se battre, notamment du côté de la couronne d'Angleterre. Et parmi ces loyalistes, il va y en avoir certains qui ont une couleur de peau noire, des fameux futurs afro-américains. Futurs ou même qu'ils le sont déjà en réalité, justement, on en parlera plus tard. En octobre 1775, Lord Dunmore, donc le gouverneur de Virginie, décide, suite au début de l'insurrection, il décide de proposer quelque chose d'un peu fifou, si je puis dire. Il va offrir la possibilité aux esclaves noirs de s'engager dans l'armée britannique pour maintenir l'ordre et obtenir dans la foulée leur liberté. Cette prise de parole, qui est assez historique sur le continent américain, alarme autant les esclavagistes rebelles que les esclavagistes loyalistes. Tous les deux touchés par l'idée que d'anciens esclaves armés puissent combattre avec eux ou contre eux, mais surtout d'autant plus alarmés par la perte de leurs biens. Parce que oui, ici on va utiliser les termes, un esclave c'est un bien, et si l'esclave est libéré par le gouvernement en place, c'est comme si le gouvernement vous volait votre bien. D'autant plus que de nombreux esclaves, bien évidemment, vont y voir une bonne opportunité et vont s'engager, permettant d'ailleurs aux Britanniques de former le Royal Ethiopian Regiment, qui participera notamment à la bataille du Great Bridge le 9 décembre 1775. D'autres anciens esclaves, parce qu'ils sont tellement nombreux, vont rejoindre quant à eux les Queen's Rangers, un régiment de loyalistes britanniques composé quand même essentiellement majoritairement de personnes blanches. Donc, les esclaves fuient vers le côté britannique pendant la guerre d'indépendance américaine, créant ainsi un désastre économique dans les États du Sud. Et oui, c'est toujours le même principe, hein. Le Sud, son économie, elle marche grâce, entre guillemets, aux esclaves, grâce à la main-d'œuvre, pas chère, puisque main-d'œuvre gratuite. En effet, la part de population noire a chuté de manière significative en Géorgie. Elle va passer de 45,2% à seulement 36,1%, car 7000 des 21 000 noirs de la colonie en ont profité pour s'échapper ou alors pour aller se faire affranchir. Et ça va être le cas dans beaucoup d'autres États du Sud. Et vous doutez bien du coup que les planteurs loyalistes, ils vont commencer à plus trop être loyalistes et à regarder la couronne avec de gros yeux. Et du coup, ce qui devait arriver arriva. Si, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, c'est une histoire de gros sous. Si tes sous, ils se tirent et que le responsable du fait que t'aies plus de sous, c'est ton gouvernement, et tu vas aller protester contre ton gouvernement. Et c'est ce qui va se passer. Les planteurs vont protester contre la libération de leurs esclaves, notamment en Caroline du Sud, qui va rejoindre les insurgés dans le but de lutter contre la libération de leurs propriétés. Quand je parle de propriété, je parle de leur propriété esclave. Et c'est là tout le paradoxe. La guerre d'indépendance est une révolution pour la liberté, mais tu l'as dit Léo, c'est une révolution pour les blancs. Et ça, on en reparlera à la fin. À l'issue du conflit, quelques 3000 loyalistes noirs furent évacués depuis New York en direction de la Nouvelle-Écosse et répertoriés dans ce que les Anglais appellent le Book of Negroes. Alors désolé encore une fois malheureusement pour le N-word, mais c'est le nom de l'objet en question. Et ce livre, va faciliter leur suivi par les Britanniques. Certains loyalistes, eux, vont être évacués à Londres et intégrés à la communauté des, je cite, Black Poors de la ville. À l'initiative, et là on va retomber sur nos palmes, de la Sierra Leone Company, 4000 loyalistes noirs furent conduits dans la colonie du Sierra Leone en 1787.
5 ans plus tard, 1192 autres loyalistes noirs de Nouvelle-Écosse immigrèrent quant à eux en Sierra Leone aussi. Ils devinrent connus sous le nom de colons néo-zélandais du Sierra Leone et participeront donc à la création d'une nouvelle colonie et même d'un nouveau gouvernement. La première ville qu'ils créeront se nommera Freetown et sera un sanctuaire pour tous les esclaves affranchis d'Amérique. La population du Sierra Leone ne cesse de croître par la suite. De 2000 habitants en 1807, elle va passer à 11 000 en 1825 et à 40 000 en 1850. Au cours du 19e siècle, la Sierra Leone développe une culture originale, mêlant des éléments traditionnels africains et des influences européennes. Le langage local, le krio, combine une syntaxe de Yoruba, une langue plutôt d'Afrique de l'Ouest, mais avec un vocabulaire en partie européen. En 1868, un sixième de la population est scolarisée, soit un taux supérieur à celui du Royaume-Uni. La Sierra Leone accueille ainsi le collège de Flora Bay, première université de type occidental établie en Afrique subsaharienne. Toutefois, ils n'ont pour le moment que le statut de protectorat et n'obtiendront leur vraie indépendance qu'en 1961. Voici donc du coup la petite histoire de la fondation de Freetown et du Sierra Leone. Bien évidemment, encore une fois, c'est une histoire de fric puisque c'est quand même une compagnie britannique qui les envoie là-bas, mais je trouve ça très intéressant de se dire qu'au final, la fondation du Sierra Leone aurait pu être largement différente si les Anglais n'avaient pas perdu d'un côté et n'avaient pas fait venir leurs loyalistes dans un autre endroit. Ils fondent un État assez prospère, mine de rien, en Afrique de l'Ouest. Une histoire donc méconnue qui semble ressortir des méandres de l'esprit au XXIe siècle. Et ce que je te propose, c'est que ma chronique ne s'arrête pas là. Ça aurait été un petit peu court, ça restera quand même très très court, hein, je vous rassure, comme vous pouvez le voir au niveau du timer. Maintenant, on va faire un bond dans le futur. Et on va aller 244 ans dans le futur pour arriver en 2019. Le 14 août 2019, sort dans le New York Times un numéro spécial de 100 pages appelé The... Merde, je ne sais pas que j'aurais besoin de le prononcer en anglais. The 1619 Project, afin de commémorer le 400e anniversaire du débarquement par un corsaire d'une vingtaine d'esclaves noirs en 1619 en Virginie. Un fait qui va symboliser ainsi le début de l'esclavage et de la présence des Afro-Américains dans les 13 colonies. Dans ce numéro, une quinzaine de contributions d'écrivains, surtout afro-américains, visent en partie à dénoncer un racisme institutionnel et les défis socio-économiques des Noirs en 2019. L'objectif y est de recadrer l'histoire américaine, notamment l'idée assez tenace qu'elle commencerait seulement en 1676 avec les figures des pères fondateurs, Jefferson, Washington, etc., qui étaient pour la plupart d'entre eux propriétaires d'esclaves. Le but de l'ouvrage est alors de donner un autre point de vue à une histoire connue par tous les États-Unis. Ainsi, cette guerre est aujourd'hui vue par certains historiens américains comme, je cite, l'occasion du plus grand soulèvement d'esclaves de l'histoire. Au total, les scientifiques estiment qu'environ 100 000 personnes tenues en esclavage ont ainsi trouvé asile à l'arrière des lignes britanniques. Parmi ce nombre, ceux qui ont réussi à s'enfuir définitivement furent plus nombreux que les volontaires pour combattre dans l'un ou l'autre camp. Selon une historienne, Jill Lepore, à Harvard, c'est ce qui a fait pencher la balance en faveur de l'indépendance américaine, en faisant du coup ainsi basculer, comme on l'a dit tout à l'heure, les riches propriétaires d'esclaves contre l'Angleterre. Si le Royaume-Uni n'avait pas proposé cette possibilité, l'indépendance n'aurait peut-être pas eu lieu, ou en tout cas, pas tout de suite et pas de la même manière. La question sera parfois occultée ou en tout cas peu mise en avant dans l'historiographie officielle en raison des, entre guillemets, ambiguïtés du discours américain sur l'esclavage pendant la Révolution américaine. Pour l'historienne Sylva Frey, elle est très vite devenue un conflit tripartite, opposant également les Noirs aux esclaves maîtres blancs. Les Noirs esclaves, aux maîtres blancs, permettant aux Noirs, comme on l'a dit, de gagner leur liberté par les armes. C'est ainsi, comme on l'a vu finalement, tout ce paradoxe de la guerre d'indépendance, notamment d'un point de vue américain, qui se passe son temps à glorifier des idéaux de liberté, la fameuse liberté à l'américaine, mais qui pourtant n'aurait pas pu se faire sans des idéaux oppressifs d'une bonne partie des révolutionnaires qui se sont battus pour leur liberté, mais seulement
pour la leur. Et je pense que c'est important, d'autant plus aujourd'hui en 2025, compte tenu de ce qui se passe aux États-Unis, où apparemment des juges se font arrêter par le FBI pour protéger des immigrés. Mais ça, c'est une autre histoire. De justement, peut-être faire comprendre aussi que c'est pas tout blanc, tout noir, sans mauvais jeu de mots, malheureusement, je ne pensais pas dire cette phrase aujourd'hui, et que oui, en 1675, c'est surtout une histoire de fric et une histoire de propriété d'humains qui a en sa possession d'autres humains. Et c'est sur ça que je vais terminer mon intervention, et probablement sur ça qu'on va terminer l'épisode, sauf si tu veux rebondir un petit peu, Léo. Oh, non, c'est toujours, c'est toujours un rappel intéressant, hein, notamment le rôle des Noirs. Ça, j'avoue que je connaissais. C'est une guerre que je connais un peu, mais je connais pas trop. Et donc du coup, le fait que les, les grosses plantations se retournent petit à petit contre Londres parce qu'ils commencent à Ouais, je dire trouve ça, liberté. je trouve ça assez passionnant, et ce que je trouve passionnant, c'est vraiment qu'on n'en parle pas, quoi. Ouais, Ça montre ouais. vraiment que t'as un truc très, non, 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 parce qu'on est les gentils, en fait, donc on peut pas avoir des anciens esclaves qui se battent contre nous. Par contre, c'est hyper bien joué de la part des Anglais d'avoir proposé ça. On peut reparler un peu de la guerre de sécession quelques instants, mais il me semble que c'est Lee qui avait proposé la même chose aux États confédérés, de dire, bah, peut-être qu'on pourrait affranchir nos esclaves si jamais ils se battent dans notre camp, ce qui avait été complètement refusé par le gouvernement confédéré d'ailleurs. Ouais. Mais c'est une super strat, parce que ça te fait une main-d'œuvre militaire qui est quand même Pas mal, bah, mais extrêmement nombreuse, quoi. après, je pense qu'il faut pas non plus. C'est Oui, c'était pas. pas des hordes Non, non, mais d'Afro-Américains qui je se veux sont dire, battus, mais c'est pas des idéaux de liberté, hein, qui leur ont fait dire, non, vous allez, bien voilà, sûr. C'est ça reste quand même c'est des esclaves, pragmatique, voilà. c'est ultra pragmatique. Ouais, oui, Et clairement, c'est non, ça qui est ouais. rigolo, c'est que c'est vraiment, en fait, personne a des idéaux de liberté, Ouais, et c'est vraiment, ça tourne juste autour du fric, quoi. En fait, en ouais, réalité, vraiment, ouais. c'est vraiment ça. Et c'est juste que, bah voilà, on se bat pour des questions de pognon, et à côté de ça, bah du coup, t'as un État qui se crée en Afrique Oui. parce qu'on y a envoyé les gens qui se sont battus pour nous, et du coup, ça crée le Sierra Leone. Et rien que ça, je trouve ça absolument incroyable. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, je suis allé revérifier un peu partout sur Internet, et je me suis dit, ah oui, ok, c'est vraiment ça alors. Et la ville s'appelle Freetown, ce qui veut dire, chers auditeurs, en anglais, la ville libre. Donc c'est quand même assez dingue, je trouve, en termes de symbolique. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté, et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.